Merci beaucoup. Tout d'abord, un immense merci à vous, Marthe Stefanini, pour cette invitation. Nous sommes vraiment très très heureux d'avoir l'occasion de venir dans votre centre de recherche, dans cette UMR, afin de parler d'un livre que nous avons écrit il y a quelques années déjà, Décrire le droit et le transformer, et c'est sur la décriture du droit. Alors, le point de départ que nous avons choisi est un point de départ plutôt théorique, mais qui va permettre, croyons-nous, de situer le questionnement qui a présidé à l'écriture de ce livre. On s'interroge beaucoup et assez souvent, au fond, sur la définition du droit. On pose le problème, ce qu'est le problème de la définition du droit, de l'essence du droit, on réfléchit à l'ontologie du droit. Et en dépit du fait qu'on s'interroge très souvent, on a un certain nombre de réponses, et des réponses qui ne sont pas satisfaisantes pour tous. Et en dépit du fait que la définition du droit demeure souvent problématique, il n'empêche que les juristes font du droit, même s'ils ne savent, alors j'imagine qu'ils savent ce qu'ils font, mais qu'ils ne connaissent pas la définition du droit. Le législateur fait du droit aussi, le juge décide, et les sujets de droit, évidemment, obéissent au droit, le public s'intéresse au droit. Ainsi, on peut imaginer que le droit existe avant d'être défini, ou même s'il n'est pas défini, ce qui est plus exact. Il est plus exact de le dire ainsi. Il existe le droit sous de multiples formes, d'ailleurs, on en fait pas mal d'expériences. Des textes, des règles, des jugements, des discours, ce qui invite finalement, lorsqu'on prend conscience de cela, à délaisser peut-être la question de la définition du droit et de s'intéresser aux modalités d'existence du droit. Comment il existe? Quelles sont les formes qui permettent de faire l'expérience du droit? Et cette question concerne, parmi d'autres, les acteurs du droit. Ce que je veux dire ici, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un point de vue extérieur au droit pour s'intéresser aux formes du droit et pour s'interroger sur les formes du droit. Les juristes ont la possibilité, placée à l'intérieur, si j'ose dire, de leur théorie et de leur pratique, d'enquêter sur ce qu'ils font, d'enquêter sur ce qui peut apparaître comme étant, en quelque sorte, la littérature qu'ils produisent. Ce genre d'investigation est susceptible, peut-être contre toute attente, je ne sais pas, de mettre au jour des phénomènes sur lesquels la science juridique garde assez souvent une forme de silence. Et il nous a semblé que ce que nous avons nommé d'écriture du droit faisait partie de ces objets ou de ces phénomènes-là. Alors, qu'est-ce que l'on entend par d'écriture du droit? La décriture du droit et le phénomène de transformation du droit par l'écriture de textes dans lequel les juristes entendent simplement décrire le droit. Une telle activité est, somme toute, vraiment hyper banale, en fait, pour nous tous. Elle est le fait quotidien d'un enseignant, lorsqu'il présente une question à ses étudiants, d'un avocat, d'un notaire, lorsqu'il rédige une consultation ou des conclusions. La rédaction de tout texte juridique emporte une description. C'est le cas aussi d'un juge, bien sûr, lorsque dans l'un des attendus qui va permettre de rendre la décision, il fixe l'état du droit positif. Le terme d'écriture a été imaginé pour indiquer ce qui nous a semblé être l'irréductibilité d'une telle opération à toute catégorie juridique. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à faire rentrer ça dans une catégorie juridique connue. Alors, et le mot est un néologisme, et on s'en excuse une nouvelle fois, c'est pas très élégant, mais enfin bon, formé à partir de deux verbes, écrire, décrire, et il désigne l'action d'écrire en ayant l'intention de décrire le droit. Mon intention est de décrire le droit, et pour faire cela, pour communiquer le sens de ma compréhension du droit, j'utilise l'écrit, qui est un canal de communication, si l'on veut. Il indique aussi, ce mot d'écriture, le résultat de la description, le texte écrit. Et il permet d'insister enfin sur l'effet propre de l'écriture, terme qui offre sa consonance
au mot d'écriture. On nous a beaucoup reproché d'utiliser un mot comme ça. Ça faisait dérider, pas du tout. Évidemment, le fait que la science du droit ne dise rien d'un tel phénomène ne signifie pas que ce phénomène n'existe pas, bien sûr. Il est simplement, avec nos mots, avec nos concepts de juristes, peut-être difficile à appréhender. La difficulté, pardonnez-moi, est alors que, pour le dire vite, en employant nos mots, c'est-à-dire ceux du droit, ceux de la science du droit, en respectant la discipline juridique, nous réinstaurons sans cesse ce que nous voulons contourner, discuter, critiquer. En fait, je crois que nous sommes toujours coincés entre deux pôles. D'un côté, les sources du droit, quelle que soit la dénomination que l'on choisisse ici. D'un côté, les méthodes d'interprétation du droit, l'interprétation du droit, la détermination du sens. Coincé entre ces deux pôles, on essaie toujours de dire lorsque vous décrivez en ayant l'intention d'écrire, c'est soit les sources du droit, ou non, plutôt c'est l'interprétation du droit, mais ça ne peut pas être quelque chose d'original. Or, il nous semblait déceler ici quelque chose de plus original ou de différent que les sources du droit ou que l'interprétation du droit. Coincé donc entre droit et science du droit, entre énoncé de droit, énoncé juridique, entre prescription et description, entre acte de volonté, acte de connaissance, il nous était malaisé a priori de comprendre, pour le dire vite, ce que l'écriture fait au droit alors qu'elle est simplement employée afin de le décrire. Si la science du droit ne nous donne pas les moyens a priori de saisir ça, au fond, et pourtant, il y avait une sorte de décalage ici qui nous semblait assez intrigant. Pourtant, il est assez simple de faire l'expérience du phénomène que l'on voulait saisir, c'est-à-dire que si l'on se concentre, et c'est ce que l'on va vous demander de faire, quelques minutes sur l'activité qui consiste à écrire pour décrire, il nous semble qu'on voit apparaître quelque chose. Mais pour cela, il faut s'intéresser au texte. Et s'intéresser au texte en tant que texte. C'est-à-dire pas à ce que nous disent les textes. Si l'on s'intéresse à ce que nous disent les textes du droit, je pense que nous ne saisissons pas ce que nous voulons cerner. Il faut s'intéresser au texte, il faut s'intéresser à l'écriture en elle-même. Il faut imaginer que entre le sens du droit et ce que je comprends ou ce que je veux dire en écrivant, et ce que je comprends en lisant, il y a ce média qui est le texte. Et le texte doit m'intéresser pour ce qu'il est, une écriture. Des signes disposés dans un certain ordre, une structure, des formes. S'attachant à cet aspect du texte, on peut suspecter, mais c'est le début de la conférence, donc on ne peut que suspecter, n'est-ce pas, que le texte est une chose autre que ce qu'il décrit, et que la production de cette chose, c'est-à-dire du texte, produit autre chose que ce qu'il décrit. Alors pour pouvoir passer de ce qui est une intuition, ou en tout cas de ce qui, dans ce livre, a été présenté comme une intuition, à la présentation du phénomène de décriture du droit, il faut donc d'abord porter notre attention sur l'écriture elle-même. Car un tel phénomène n'est rien d'autre qu'un type d'effet produit, la décriture, par le geste d'écrire le droit. Autrement dit, quand je décris le droit, quand nous sommes tous en train de décrire le droit, quand tous les juristes décrivent le droit en même temps en utilisant l'écriture, il se produit quelque chose sur l'objet décrit. L'objet décrit ne reste pas, ne demeure pas tel qu'il était avant d'être décrit. Il y a une sorte d'effet, comment pourrais-je le dire, un peu vite qui se produit. C'est notre écriture, alors que nous avons simplement l'intention de décrire le droit, qui fait que le droit est un ordre ou un système. L'agencement des textes que nous produisons afin de décrire le droit, les liens référentiels que ces textes ont les uns avec les autres, des liens que nous établissons sans arrêt, ne serait-ce que pour comprendre ce que nous décrivons, donnent corps, un corps textuel, un corps littéraire,
un corps avec de l'intertextualité, si je voulais employer ce genre de vocabulaire, ou aller dans ce sens-là, dans cette direction, pardonnez-moi, donne un corps, une forme à l'ordre juridique. Autrement dit, pensant faire une chose, d'écrire, du fait de l'écriture que nous employons pour décrire, nous donnons un corps à l'ordre juridique, nous faisons exister l'ordre juridique qui, sans nous, sans notre compréhension et notre description du droit, n'existerait pas en tant qu'ordre, et serait plutôt, je ne sais pas, une sorte de chaos, c'est ce que m'inspire parfois la production normative ou la production législative. Autrement dit, pour prendre conscience de la transformation du droit par la production des textes le décrivant, il faut d'abord s'arrêter sur l'écriture et comprendre ce que l'écriture fait en général au droit. C'est Vincent qui va revenir sur ce point-là, s'arrêter, focaliser sur cet aspect. Et puis ensuite, parce que dans cet ouvrage, nous avions pour ambition de formuler une théorie juridique, une fois cette compréhension faite hors du droit, si j'ose dire, ou en tout cas avec des outils qui viennent d'en dehors du droit, nous allons essayer de revenir vers le droit, vers l'univers juridique, vers l'intérieur, afin de présenter une théorie juridique de la décriture du droit et de comprendre comment est-ce que ceci peut s'insérer dans ce que nous connaissons du droit, c'est-à-dire quelque part entre les sources et les méthodes d'interprétation. Alors, pour cette première investigation, c'est-à-dire portant sur l'écriture elle-même, puisque, comme le disait Sébastien, pour arriver finalement à comprendre ou à saisir ce phénomène de d'écriture du droit, il nous fallait passer par la compréhension de l'écriture, plus exactement ce que l'écriture fait au droit. Notre parti sera d'essayer de vous faire un petit peu, si cela est possible, de redonner vie un peu à l'impulsion qui a été la nôtre quand on a écrit cet ouvrage, et notamment cette première partie. Donc je vais suivre la logique de l'argumentation de cette première partie, en essayant comme ça de la faire un peu revivre. Alors, bon, je reprends où Sébastien s'est arrêté. L'hypothèse, l'intuition, la question au centre de ce travail concerne d'abord l'écriture du droit, mais l'écriture du droit en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'écriture. Et là, on a, comme le disait Sébastien, un premier problème, qui est que la science du droit ne documente pas tellement l'écriture du droit. En tant que telle, j'insiste sur ce point. Pourquoi ? Parce que la science du droit est configurée, organisée autour de cette grande question qu'évoquait Sébastien, qu'est-ce que le droit ? Et qu'elle cherche à répondre à cette question, qu'est-ce que le droit ? Et que tout ce qu'elle dit ensuite sur les phénomènes juridiques est souvent commandé par cette question. D'où un déplacement nécessaire de la question du qu'est-ce que vers le comment. Ça, c'est ce que Sébastien a expliqué d'entrée de jeu. Si on veut saisir les phénomènes du droit, et si on veut saisir en particulier l'écriture comme phénomène juridique, il faut se demander non pas ce qu'est le droit, mais comment il est. Bon. Le déplacement de cette question est en lui-même problématique, et là on bute sur un deuxième problème, qui est le problème des méthodes. Et je vais revenir sur brièvement sur chacun de ces problèmes. Premier problème, ce que la science du droit dit de l'écriture en elle-même, à la vérité, pas grand-chose. Alors, bien qu'on ait dans un certain nombre de penseurs, généralement à l'extérieur de la science juridique, qui ait bien cerné le fait qu'il y avait quelque chose de particulier dans ces productions écrites des juristes. Je pense à Bourdieu, je pense à Latour, je pense à certains travaux d'historiens du droit, notamment à cet ouvrage de Laurence Giavarini, qui s'appelle « L'écriture des juristes ». On a une conjonction comme ça de travaux qui montre bien qu'il se passe quelque chose de particulier au cours de ce travail d'écriture
de formalisation, je pense ici à Bourdieu, de matérialisation du droit, je pense plutôt à Latour ici, et en particulier à son ouvrage La fabrique du droit, pardon, dans lequel il insiste beaucoup sur ces conditions matérielles de production du droit, et notamment sur l'écriture à certains endroits du livre. Donc on a comme ça une série d'indices à l'extérieur des sciences juridiques qui nous confirment que c'est une voie qui mérite d'être explorée, mais quant à la science juridique elle-même, on est très vite frustré. Pourquoi ? Parce que ce que l'on sait de l'écriture dans la science du droit, c'est pas grand-chose. Et notamment parce que, bizarrement, on a ce qui enveloppe ce problème de l'écriture du droit, ce qui enveloppe ce phénomène, ce qui enveloppe plus exactement la phénoménalité, je dirais, de l'écriture, c'est une sorte de confusion entre l'écriture et le droit écrit. Si vous commencez à chercher dans les livres d'introduction au droit, dans l'histoire du droit civil, dans toute une série de documentations très canoniques de la science du droit, la question de l'écriture, elle est traitée au titre du droit écrit. Mais seulement quand on s'intéresse au droit écrit, à la vérité, vous le savez parfaitement ici, quand on s'intéresse au droit écrit, à la vérité, on s'intéresse à l'écriture de la loi, c'est-à-dire qu'en fait, on s'intéresse à la loi et à la production de la loi. Le droit écrit, c'est le droit légiféré. Pourquoi ? C'est-à-dire que le droit est préécrit, évidemment. Donc, bien sûr, il s'agit d'écriture. Mais ça n'est pas le phénomène de l'écriture qui est alors au centre de cette conception du droit écrit. D'où la nécessité de développer une approche plus littéraire, en tout cas ça a été au sens propre du terme, une approche plus littéraire de l'écriture juridique, qui a été une sorte de déclencheur dans l'écriture de cet ouvrage. Là, on doit affronter un deuxième problème. Le premier problème, c'était ce que la science dit du droit, dit de l'écriture du droit, pas grand-chose. On affronte alors un deuxième problème, c'est qu'il faut travailler en dehors de la science du droit. Et travailler en dehors de la science du droit, ça signifie aussi qu'on se heurte à un obstacle de type méthodologique. Donc le déplacement de la question qu'on évoquait d'entrée de jeu, du qu'est-ce que au comment, implique aussi un déplacement méthodologique. Pourquoi ? Parce que les méthodes de la science du droit, si nombreuses et intéressantes soient-elles, sont dans la dépendance conceptuelle du droit. Donc dépendantes à quelques niveaux de qu'est-ce que le droit. C'est pourquoi l'ouvrage passe beaucoup de temps sur la question des méthodes. La méthode que nous avons utilisée, elle est double en quelque sorte, en tout cas elle est au croisement de deux types de considérations méthodologiques. Disons que, pour être plus précis, nous avons fait appel à un premier corpus qui fait office de discours de la méthode, une méthodologie, et une méthode proprement dite. Notre méthodologie, ça a été le bricolage inspiré par Lévi-Strauss. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du bricolage, simplement pour résumer un petit peu là où nous sommes rendus au travers de cette étude du bricolage inspiré vraiment en très grande partie par Lévi-Strauss. L'idée était de rompre avec l'ordre des représentations fournies par la science du droit et les méthodes de la science du droit. Il s'agissait de changer pour nous la manière de parler du droit, de changer la manière de rendre compte des phénomènes juridiques. Il s'agissait de s'affranchir, en d'autres termes, de l'ordre du discours juridique au moyen d'une technique d'expression et de rédaction particulière qui consistait à organiser ce qu'on appelait un dialogue avec les textes. C'est une manière d'organiser dans l'écriture, je ne sais pas s'il faut dire interdisciplinarité, mais en tout cas c'était pour nous le moyen de mobiliser des textes venus d'autres disciplines, de façon à faire sauter le verrou de la science juridique et les méthodes de la science juridique, et donc de créer une espèce de choc nous permettant d'ouvrir notre réflexion sur le phénomène de l'écriture. Il s'agit, en d'autres termes, pour parler du corps du texte, d'organiser le dialogue avec les textes, de permettre le rapprochement linguistique
entre des textes d'origine différente, de disciplines différentes, prendre le relais de Lévi-Strauss en quelque sorte, si vous me permettez. Lévi-Strauss décrit le bricolage comme un mode tout à fait singulier de rapprochement des choses et des êtres. Et bien nous, il s'agissait de rapprocher les textes extérieurs à la discipline du droit avec les textes significatifs de la discipline juridique. Bref, d'utiliser des matériaux intellectuels détournés de leur finalité première. Et c'est parce que ce détournement était nécessaire qu'il nous fallait le légitimer au moyen d'un discours de la méthode qu'a figuré, en tout cas, l'œuvre de Lévi-Strauss, plus particulièrement, je pense évidemment à la pensée sauvage. Une fois ce premier décloisonnement effectué, la méthode proprement dite, c'est une méthode inspirée de la phénoménologie. Donc, on a ici croisé, évidemment, les quelques grands corpus de la phénoménologie, Husserl, Heidegger en particulier. Mais ce qui nous a évidemment particulièrement retenu, c'est la grande opération méthodologique de la phénoménologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle la suspension d'une certaine attitude. Pour le dire plus simplement, c'est la possibilité, au terme d'une opération de pensée particulière, de mettre de côté les préconceptions qui commandent notre manière de saisir, d'appréhender les phénomènes juridiques. Suspension de ce que, nommément, quelqu'un comme Husserl appelle l'attitude naturelle, plus exactement la thèse de l'attitude naturelle. Mais on peut tout à fait l'entendre comme étant les préconceptions qui forment la façon que l'on a de saisir les phénomènes juridiques. Je m'arrête un instant pour vous donner une illustration. Quel est le phénomène qui nous intéresse? C'est l'écriture. Bon, l'écriture, donc, c'est-à-dire qu'on cherche à appréhender les textes. Mais, comme le suggérait déjà Sébastien en introduction, le problème avec les textes juridiques, c'est que quand on regarde un texte juridique, vous savez, c'est l'idée selon laquelle, quand le doigt montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, ben nous, on a décidé de regarder le doigt, en fait. Mais que le problème, c'est que d'habitude, on regarde la lune. En d'autres termes, quand on regarde un texte juridique, on est habitué, nous, juristes, à essayer d'y trouver le droit. C'est-à-dire à voir ce que le texte dit du droit, évidemment. Autrement dit, le texte juridique est utilisé est sollicité dans deux directions, du fait des préconceptions de la science juridique. Dans deux directions. Le texte juridique, nous renvoie avant son écriture, en quelque sorte, ou après son écriture. Avant son écriture, c'est quoi? Ben, c'est la norme juridique. C'est-à-dire que le texte, c'est l'expression de la norme juridique, de la règle juridique, ou de tout objet auquel le droit est assimilé préalablement. C'est ça une préconception. C'est qu'on a une certaine idée opératoire du droit. Si je dis le droit est un ensemble de normes juridiques, j'ai une idée tout à fait précise, indexée dans la science juridique aussi bien que dans la philosophie et la théorie du droit. Et alors, j'aurais évidemment tendance à considérer que le texte juridique a une relation particulière avec la norme juridique, et, pour aller vite, on dira qu'il en est l'expression. Et en ce cas-là, le texte nous renvoie, je répète, avant son écriture, à l'architecture normative du droit, si vous préférez. Mais le texte peut aussi nous renvoyer après son écriture, c'est-à-dire au problème de l'interprétation. Donc, l'appréhension de l'écriture en tant que telle est bloquée par deux types de préconceptions qui nous renvoient, c'est des choses encore une fois, très documentées, très indexées, qui nous renvoient soit avant le texte, pour aller vite, à une définition du droit du type « le droit est un ensemble de normes juridiques », ou bien au problème général de l'interprétation, c'est-à-dire l'ensemble des activités qui cherchent à dégager le sens ou à attribuer le sens au texte. Alors, cette attitude
commandé par les préconceptions, c'est-à-dire ce que nous savons du droit, ce que nous avons appris du droit comme juristes, l'effet de ces préconceptions étant saisi par cette méthode phénoménologique. Une parenthèse ici. Ce que je viens de vous expliquer sur le renvoi avant le texte, après le texte, c'est le résultat de l'opération méthodologique. Mais évidemment, je le répète, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette suspension-là. Ce que j'essaie simplement de dire, c'est que cette attitude commandée par les préconceptions du droit ne peut apparaître pleinement qu'à l'issue de l'opération méthodologique elle-même. Je ferme la parenthèse. Une fois cette méthode suivie, on est en possession de manière un peu plus nette du phénomène de l'écriture du droit. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on a une espèce de conscience de l'écriture juridique qui est débarrassée d'un certain nombre de préconceptions, et donc, en quelque sorte, on peut regarder le texte en face. On ne regarde plus la lune, mais on regarde le doigt. Alors, à partir de là, il nous a semblé que cette écriture, puisque notre questionnement portait sur le point de savoir ce que l'écriture fait au droit, il nous est apparu que l'écriture produit un certain nombre d'effets, ce qu'on a appelé la fonction formalisante de l'écriture, mais qui est le résultat de la conjugaison de 3 caractères de l'écriture. Premier caractère, c'est ce que dans l'ouvrage on a appelé l'action réelle de l'écriture, mais c'est l'idée toute simple selon laquelle l'écriture fait être ce dont elle parle selon une certaine modalité d'existence qui est l'écrit. Le manuel de droit, pour prendre un exemple très, très simple, très trivial, fait être le droit sous une certaine forme, si vous voulez. Il lui donne, pendant le moment de l'écriture, il lui donne cette existence sur la modalité de l'écriture. C'est ce que Hannah Arendt appelle le processus de réification. Elle nous dit, j'ai plus la citation en tête, mais elle nous dit quelque chose comme pour devenir chose de ce monde, les idées et la pensée doivent prendre à un moment l'aspect de quelque chose, d'où l'idée de réification. Elles doivent se transformer en choses. Et ces choses, ce sont des textes. Un premier effet de l'écriture, faire apparaître une chose qui n'existait pas avant l'écriture. Avant le texte, il n'y avait pas de texte. Deuxième caractère de l'écriture, c'est la création de formes juridiques. L'écriture propulse dans le monde réel ces choses particulières qu'on a essayé d'identifier au travers du concept de forme, et plus exactement de forme juridique. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est la forme juridique, simplement peut-être pour résumer les choses. La forme juridique est le résultat d'une synthèse entre une conception toute juridique de la forme, qu'on trouve par exemple dans ce qui a été développé dans la science du droit à propos du formalisme juridique, à propos de l'opposition entre forme et substance. On trouve un certain nombre d'éléments qui viennent nourrir ce qu'est une forme juridique, à mi-chemin donc entre ces conceptions juridiques de la forme et les conceptions esthétiques de la forme, c'est-à-dire ces conceptions qui, dans la philosophie, insistent sur le fait que la forme, c'est ce qui est appréhendable par les sens. C'est ce qui tombe sous les sens, donc qui insiste sur la matérialité. Au final, pour vous donner une idée peut-être un peu plus précise, nous appelons forme juridique la condition de l'expérience sensible et intellectuelle du droit. Pour faire l'expérience du droit dans le monde vécu, nous avons besoin des formes juridiques. Et je répète que cette expérience peut être sensible. Un panneau indicateur d'une règle de droit est une expérience sensible du droit, mais également l'expérience intellectuelle du droit, c'est-à-dire que la confrontation avec la règle de droit, au sens tout intellectuel du mot, a aussi besoin d'une forme, elle a besoin d'être formalisée. Le dernier caractère de l'écriture qui nous a semblé important,
pour cheminer vers ce que Sébastien annonçait, à savoir ce phénomène d'écriture. Que se passe-t-il lorsque les juristes écrivent des textes descriptifs du droit? Le dernier caractère, c'est ce qu'on a appelé la force formalisante de l'écriture, et par là, on cherchait à saisir les caractéristiques du droit selon cette modalité d'existence particulière qu'est la forme écrite. C'est toujours la même idée. Si on ne confie plus son examen des caractères du droit aux préconceptions, à ce que l'on sait déjà du droit, ça ne veut pas dire que c'est faux, évidemment, hein, comprenez-moi bien. Il ne s'agit pas ici de dire que la science du droit se trompe, c'est pas ça du tout. C'est simplement mettre de côté un certain nombre d'éléments qui prédéterminent la manière d'appréhender les choses pour voir ce que la chose nous dit d'elle-même. La chose, ici, c'est l'écriture, c'est le texte juridique. Donc, cette force formalisante, c'est-à-dire la caractéristique du droit selon cette modalité d'existence particulière qu'est l'écriture, se trouve dans deux grands attributs, et j'en aurais, je pense, presque terminé pour ma part. Est-ce que je suis dans les temps ou faut que j'accélère? Ça va. Alors, deux grands attributs. Le premier qu'on a, c'est la capacité de l'écriture, évidemment, à ordonner. L'écriture a une puissance ordonnatrice. On vise par là, évidemment, l'ordre du texte à proprement parler, l'ordre de l'écriture, si vous voulez, aussi bien que l'enchaînement des textes entre eux. Lorsque Dworkin parle de roman à la chaîne, c'est quelque chose d'un peu similaire ici qu'on peut avoir à l'esprit. C'est aussi le jeu des formes, la manière dont les formes juridiques se rapportent les unes aux autres, y compris logiquement. C'est la matérialité, c'est le caractère purement documentaire du droit, celui dont parle par exemple Denis Latour. Bruno Latour, pardonnez-moi, pardon à lui, celui dont nous parle Bruno Latour, ce monde de dossiers épais et de chemises qui transitent d'un bureau à l'autre. Alors on était dans le monde du papier, mais enfin c'est exactement un processus similaire qu'on peut noter avec la dématérialisation ou la numérisation. L'ordre également de cette famille d'énoncés qu'il est possible de repérer dans l'histoire du fait même de leur écriture. Donc ordre du texte lui-même, mais également ordre du discours juridique. Et c'est-à-dire ici, on pense à la logique juridique. Une grammaire, une rationalité particulière que les juristes connaissent, qui permettent au texte juridique de faire système. Ce qui a beaucoup frappé, évidemment, des gens comme Pierre Legendre, hein, qui a consacré une énorme partie de son écriture à cet ensemble qui s'inscrit sur la très longue durée de l'histoire, cet ensemble de textes et de leurs commentaires, unis par une grammaire, une logique, une certaine forme de rationalité, ce qui a beaucoup intéressé. Je songe à un texte de Yann Thomas ici, très proche d'ailleurs sur ce point de Legendre, dans lequel il nous parle précisément de cette chaîne ininterrompue de textes et de commentaires qui marque évidemment le processus formel de production du droit. Deuxième attribut, deuxième manière, si vous voulez, de caractériser cette action formalisante de l'écriture du droit, cette force formalisante, c'est ce qu'on a appelé dans le livre la force signifiante, c'est-à-dire l'aptitude, la capacité des textes à signifier le droit, à en être le signe. Les textes sont des signes du droit, mais qu'est-ce que ça signifie précisément? C'est-à-dire que les textes représentent le sens du droit. Le sens du droit, bon, tout ça est très connu, le sens du droit est déterminé lui-même par un jeu entre des textes précédents et une interprétation. Voilà ce qui donne sens. Ici, l'activité d'interprétation, au sens le plus évident du terme, donner sens. Découvrir le sens ou attribuer un sens. Interprétation, elle-même prise dans un certain rapport avec des textes. Eh bien, un texte juridique va rappeler à lui ce sens même du droit, dégagé par la tradition, si vous voulez, et va le représenter, à son tour, sous forme de texte.
Et ici intervient le processus de mise en forme du sens, et donc on a une signification écrite du texte dans ce processus d'écriture. Et c'est le seul véritable passage de ce livre qui emprunte à Derrida, puisque le moyen qu'on a utilisé pour mettre en relief ce qui peut être appelé la trahison de l'écriture, c'est la différence déridienne. Alors évidemment, je ne vais pas non plus vous l'infliger ici, on pourra en discuter si ça vous intéresse. Mais de quoi s'agissait-il ici ? De montrer que, pris dans cette nécessité d'écrire le droit, c'est-à-dire d'écrire le sens du droit, de fixer le sens du droit, bref, de le signifier, de faire que le droit est un signe, eh bien on tombe forcément sous le coup de choses qui sont très connues par ailleurs. Hein. Évidemment, Derrida s'y intéressait en particulier, mais c'est pas le seul. Simplement, lui, il a une théorie particulière de la dérive de la signification qui est liée au caractère même du signe. Alors évidemment, pour nous, c'était intéressant, puisqu'on parlait de la signification à cet endroit-là. L'idée que la mise en signe, ou que le signe lui-même suppose une dérive matérielle, factuelle du sens, c'était pour nous assez facile à mobiliser, mais j'imagine qu'on aurait pu mobiliser d'autres corpus de la sémiotique, y compris de la sémiotique dite irrationaliste. En tout cas, cette idée, c'est que le texte juridique, vous voyez où on en est à ce moment-là, le texte juridique saisit dans sa capacité à signifier le droit. Le texte, l'écriture juridique, en tant qu'elle a une force signifiante, produit inévitablement un écart de signification du fait même d'être engagé dans un processus de signification. C'est ça l'idée de la différence. C'est qu'on signifie, mais que signifiant, il se produit un écart nécessaire du fait même qu'on recourt à des signes. C'est la trahison de l'écriture. Un exemple hyper simple qu'on prend dans le bouquin, c'est la forme juridique contrat d'adhésion qu'utilise Raymond Saleil pour rendre compte d'un certain phénomène. Et chez Saleil, je ne rentre pas dans le détail, mais chez Saleil, l'expression contrat d'adhésion lui sert à désigner ce qui en fait n'est pas un contrat pour lui. Je vais très vite. Mais il est clair que chez lui, contrat d'adhésion désigne une autre réalité, un autre phénomène. Il n'empêche que, utilisant cette formule contrat d'adhésion, il ne peut empêcher, en dépit de toutes les précautions qu'il prend, je pense à son ouvrage de la déclaration de volonté dans le projet de code civil allemand, il ne peut pas empêcher le sens de dériver. L'utilisation de la forme contrat d'adhésion fait que toute une série de juristes qui vont se saisir de son texte vont comprendre le contrat d'adhésion comme étant un contrat. Bon, un exemple tout simple de la dérive de la signification du fait même de l'emploi d'un mot. Pourquoi ? Parce que l'intention de Saleil et sa volonté, elle est très claire dans son texte. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. C'est évident que pour Saleil, c'est pas un contrat. Mais il n'empêche que quand vous employez le mot contrat pour décrire qu'il n'est pas un contrat, alors en même temps, on pourrait dire il ne fallait pas employer le mot contrat. Mais qu'employer d'autres à ce moment-là. Bref, en tout cas, on a ici un exemple assez parlant de trahison de l'écriture. Arrivé au terme de cette première partie, j'essaye de nous résumer un peu simplement. Nous avons tenté de faire apparaître ce phénomène de l'écriture juridique. Qu'est-ce que ça veut dire, le phénomène de l'écriture juridique ? C'est une écriture juridique débarrassée, dépouillée provisoirement d'un certain nombre de préconceptions qui nous disent ce que le droit est, un ensemble de normes juridiques, un système d'interprétation, ceci ayant été obtenu à l'aide d'une méthodologie particulière qui nous a permis de faire surgir ce phénomène de l'écriture juridique en sollicitant un corpus extérieur à la discipline juridique, ce qui était rendu nécessaire par le fait que si on avait utilisé le corpus de la discipline juridique, on serait retombé inévitablement dans un certain nombre de préconceptions. À ce moment-là, donc, le phénomène de l'écriture nous dit quoi ?
il confirme en première lecture, si vous voulez, l'intuition initiale, ou l'hypothèse initiale dont faisait état Sébastien d'entrée de jeu. Lorsque les juristes décrivent l'état du droit dans leur texte, cet état du droit, parce qu'écrit, diffère de ce que les juristes voulaient en dire, et par conséquent, toute activité juridique descriptive qui recourt à l'écrit transforme le droit indépendamment de l'intention de l'auteur. C'est ce indépendamment de l'intention de l'auteur qui est évidemment crucial. Donc, mis en possession en quelque sorte de ce phénomène de l'écriture, on peut apercevoir de manière beaucoup plus nette cet effet de l'écriture des juristes, et donc passer à ce que nous avons essayé de rendre compte dans le livre, passer à une théorisation juridique de l'écriture descriptive, c'est-à-dire l'acte d'écriture du droit. Alors il nous semblait absolument nécessaire en fait de revenir vers le droit, parce que notre point de départ était bien celui-ci, c'est en tant que juriste, il y a un truc qu'on ne comprend pas, donc on va saisir des matériaux ailleurs, pour ce que Vincent a évoqué, pour essayer de le comprendre, et une fois que nous disposions de ces matériaux, on a voulu essayer de formuler ça dans les mots de la théorie du droit, c'est-à-dire faire une théorie juridique de la décriture. Cette théorie juridique est une sorte de modélisation. Alors, modélisation de quoi? D'un processus de production d'une forme du droit, d'écrit, de texte. Il nous a semblé qu'on pouvait la saisir en plusieurs morceaux, ou en découpant plusieurs morceaux. D'abord, tout part d'un acte individuel, qui est l'acte individuel dont nous pouvons tous faire l'expérience, c'est-à-dire j'ai l'intention d'écrire, j'écris. Et ici, avec ce que Vincent a évoqué, avec une sorte de trahison par l'écriture. Ça fait toujours plus que ce que je veux. Mais à la vérité, s'il y a des étudiants dans la salle, peu importe cette trahison, enfin je veux dire, pourvu qu'on ait une bonne note, mais la question n'est pas là, mais ça fait pas grand-chose au droit. Sauf que, deuxième morceau qu'il faut avoir à l'esprit, au fond, cette activité de description, c'est une activité qui est collectivement menée par les juristes. Et cet aspect de répétition de la description par la collectivité, par la communauté des juristes, peut engendrer des effets sur l'objet décrit. Ce que je veux dire, c'est que lorsque nous décrivons le droit, nous nous répondons tous, en quelque sorte, nous utilisons tous ce que nous avons écrit lorsque nous avons décrit le droit. Autrement dit, il y a une sorte, j'ai utilisé l'expression tout à l'heure, elle me semble assez juste au fond, d'intertextualité. La description du droit par une communauté de juristes lie toute une série de textes les uns avec les autres, et cette série de textes liés les uns avec les autres à un moment donné a un effet sur le droit. Alors c'est quoi cet effet sur le droit? C'est-à-dire cette activité collective de description, c'est aussi un fait politique. C'est le troisième aspect, un acte individuel, une activité collective, un fait politique. Ce fait politique, c'est quoi? Disons ici que ça va donner en un sens plus d'autorité, ça va donner en un sens des qualités que le texte n'avait pas avant d'être décrit, ça va donner en un sens peut-être plus de légitimité. Autrement dit, le fait d'être décrit par une collectivité de juristes qui produisent un ensemble de textes qui se répondent les uns aux autres en voulant décrire le droit, transforme en quelque sorte l'idée, la forme que l'on a, la forme du droit elle-même, en le décrivant. Arrivé à ce point, il y a un acte individuel, il y a une activité collective qui peut être analysé comme un fait politique, qui a un effet sur l'objet décrit, sur le droit lui-même. Ça suppose ou ça suscite un certain nombre de questions auxquelles l'ouvrage essaie de répondre. Donc il y a 4 petits points brefs sur lesquels j'aimerais m'arrêter. Activité individuelle, action collective ou activité collective, fait politique, et puis enfin quelles questions susceptible d'être posée par le constat de ce que la décriture a un effet politique un effet sur l'objet décrit. Un acte individuel.
Oui, bien sûr, tout part de là. Et d'ailleurs, depuis le début, on tourne autour de cette idée, ou plutôt on a expliqué cette idée. Le fait de décrire est un acte individuel dont la finalité est de communiquer, et l'écriture sert à ça, communiquer la signification juridique, d'un ou plusieurs énoncés de droit par le médium de l'écriture. Il s'agit alors de répondre à la question de savoir comment on parvient à partir de textes à décrire le droit devant nos yeux, c'est-à-dire des normes si vous voulez, des énoncés exprimés dans le langage du droit, ce qu'on a appelé les énoncés juridiques premiers, ce qu'il faut décrire, à produire de nouveaux textes, c'est-à-dire des textes descriptifs, exprimés dans le langage juridique, ce qu'on a appelé des énoncés juridiques seconds. Autrement dit, ce qu'il y a à décrire, ce sont les énoncés juridiques premiers, le fruit de la description, c'est la production d'énoncés juridiques seconds. Et ce que l'on a essayé d'étudier, c'est comment on va du point 1 au point 2, en quelque sorte, comment à partir des énoncés premiers, on produit des énoncés seconds. Il nous a semblé possible d'isoler deux séquences ici. Deux séquences totalement articulées les unes aux autres. La première séquence consiste à déhistoriciser les énoncés premiers. Autrement dit, leur faire perdre leur relation à l'environnement, qui les lie à l'environnement dans lequel ils sont nés. Et ensuite, le second moment, c'est un moment qu'on a qualifié d'imputation de l'énoncé premier déhistoricisé à la littérature juridique. Et ici, cette imputation, le mot est peut-être emprunté à la comptabilité plutôt qu'à une culture kelsenienne, cette imputation, elle se fait par l'acte d'énonciation, c'est-à-dire lorsque je dis, ou plutôt lorsque j'écris. Déhistoriciser et imputer, c'est les deux choses, les deux séquences qui nous ont semblé ici importantes. Déhistoriciser, j'en fais pas des tonnes ici, mais il s'agit simplement de passer d'un univers à l'autre, en quelque sorte. Autrement dit, lorsque je saisis un texte juridique et que je veux le décrire en droit, il y a toute une série de conséquences qui pourtant font que le texte est ce qu'il est, qui ne vont pas m'intéresser du tout. Je me moque bien du point de savoir ce qu'avait à l'esprit le juge, le sénateur, le député ou l'administrateur qui l'a fait, ni quelles sont la causalité économique, sociale, culturelle qui pèse là-dessus. Je vais découper, déhistoriciser, isoler ce texte de ses causes réelles pour le placer dans l'univers du droit. Autrement dit, telle sentence, telle décision aura peut-être été décidée pour 1000 raisons, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de l'expliquer par la théorie des sources du droit, par des théories juridiques, la théorie du consentement, la théorie... Ce premier mouvement, plus ou moins fort, n'est-ce pas ? Il reste évidemment des traces dans une description juridique d'une causalité, de la causalité sociale, de la causalité du monde des faits, bien sûr. Je dirais qu'elle est satellite, qu'elle est repoussée, que ce n'est pas le contenu essentiel ou substantiel d'une description juridique. Il y a une distinction ici, évidemment, on la connaît tous, hein, entre c'est Weber, point de vue juridique, point de vue sociologique, mais aussi point de vue interne, point de vue externe, les deux ici pourraient concourir. Une fois déhistoricisé, et il y a peut-être ici un excès évidemment dans le raffinement de la démonstration, ou dans une démonstration qui appuie véritablement, parce que les choses sont peut-être difficiles à distinguer en pratique, mais une fois déhistoricisé, l'énoncé, dit-on, est imputé à l'univers du droit ou à la littérature juridique. Alors ici, il s'agit, après avoir soustrait un énoncé à un ordre de discours, de l'attribuer à un nouveau discours qui est le discours du droit. C'est-à-dire ici, l'imputation ici, je précise encore, c'est lier cet énoncé juridique, premier, par une série de relations référentielles, ce qu'on fait tous, hein. Alors il y a les relations référentielles, les citations, ok,
Il y a aussi les relations référentielles comme les allusions. On fait tous des allusions à des choses, au droit, n'est-ce pas? Et puis il y a les moins avouables, mais on ne le sait pas toujours, le plagiat, bien sûr. On lit un énoncé premier qu'on a soustrait au monde des faits, au monde du droit, par cette série de références. Par suite, cette littérature s'enrichit sans cesse, bien sûr, puisque je produis un nouvel énoncé susceptible d'être disponible afin d'être utilisé pour référence, afin de décrire le droit une nouvelle fois. Ici, cet exercice-là donne une forme, évidemment. Partant d'un texte à décrire, l'imputation offre à ce texte décrit une cohérence, un aspect systématique, pardonnez-moi, et une continuité. Par exemple, l'article 1195 du Code civil, alors, je ne vais pas vous infliger, je vais vous demander de me croire, mais dispose que si un changement de circonstance imprévisible lors de la conclusion d'un contrat rend, pardonnez-moi, l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son co-contractant. Monsieur Pimon, décrivez-moi juridiquement, décrivez-moi ce que vous entendez ou ce que vous comprenez ici. Cet article précise la portée des articles 1193 et 1194 en admettant en droit privé une théorie proche de celle de l'imprévision admise par le juge administratif depuis la Régase de Bordeaux. Il limite ainsi le principe de force obligatoire du contrat. C'est moi qui improvise ici une description juridique de l'article 1195 du Code civil. Je ne vous ai pas parlé de faits du tout, j'ai bien déhistoricisé et j'ai bien lié à toute une série d'énoncés premiers et d'énoncés seconds qui existaient déjà afin de décrire, pardonnez-moi, cet énoncé premier. Dans la proposition que je viens de donner, en effet, l'imputation a consisté à établir des liens conformes à la logique juridique, préciser la portée, admettre la théorie 2 en droit privé, limiter le principe 2, et ces liens logiques conformes à la logique juridique, à la vérité, unissent l'énoncé à décrire, l'article 1195 du Code civil, à d'autres énoncés premiers et seconds, c'est-à-dire du droit positif, si vous voulez, description de droit positif. Les articles 1193, 1194, la théorie de l'imprévision, un arrêt du Conseil d'État, un principe directeur du droit des contrats comme la force obligatoire du contrat. Ainsi, le texte est attribué au droit, imputé au droit, je l'ai décrit juridiquement. Alors, plus précisément, si on voulait encore essayer de rentrer dans les détails de cette énonciation juridique qui impute l'énoncé premier à la littérature juridique formulant un énoncé second, en formulant un énoncé second, c'est un énoncé descriptif, on pourrait dire que ça repose d'une part sur une opération de compréhension, on pourrait dire interprétation, et on pourrait discuter de la distinction entre la compréhension et l'interprétation, mais en tout cas, je projette sur le texte à décrire, alors Vincent a dit les préjugés, mes préconceptions du droit, ce que je sais du droit, ce que j'ai appris à la fac. Et ça me permet de lui donner un premier sens, et grâce à ce sens, j'établis des liens avec des énoncés juridiques, ou plutôt ce sens est lié et causé par l'établissement de liens avec toute une série d'énoncés juridiques. Il peut évidemment y avoir des échecs. Évidemment, la compréhension parfois est compliquée, mais je ne rentre pas dans ce détail-là de la démonstration. Comprendre, c'est le premier temps. Mais comprendre n'est pas tout. L'énonciation, c'est aussi la formulation de ce que j'ai compris. Et évidemment, il n'y a pas une exacte corrélation entre l'acte de comprendre et la formulation de ce que j'ai compris. Autrement dit, il y a un moment herméneutique, la compréhension, et puis il y a un moment plus formalisant, si j'ose dire, l'expression de ce que j'ai compris par le canal de l'écrit, qui ici pourrait jouer avec les éléments de la rhétorique, si on veut, sans doute, la mise en ordre du texte, pour le faire comprendre, avec toute une série de choses qu'on apprend aussi lorsque nous sommes formés à être des juristes, et puis des exercices de modélisation ou de mise en récit, mais laissons ça de côté. Une question que certaines ou certains se posent peut-être, ou pas du tout, c'est de la rhétorique ici, serait de se dire, est-ce qu'on a affaire à un acte performatif quand on a une énonciation comme celle-ci? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce qu'on n'a pas l'intention de faire ce qui se produit. La seule intention que l'on ait, c'est de décrire. Or, il se produit autre chose que la description. On pourra en discuter tout à l'heure. Je disais,
voilà l'acte individuel. Cet acte individuel, la théorie de la décriture que nous avons constituée ne saisit pas simplement cet acte individuel, mais il essaie de saisir la décriture comme une activité collective, autrement dit comme l'addition d'actes individuels comme celui que nous venons de présenter. Autrement dit, il s'intéresse en quelque sorte à la somme des actes d'écriture de femmes et d'hommes qui appartiennent au groupe des juristes et des actes qui concourent par leur répétition, par leur combinaison, fruit de l'imputation à la littérature juridique, à un résultat commun, qui n'est pas voulu par chacune des personnes qui y concourent, offrir spontanément, le mot spontanément est intéressant ici, c'est bien spontané, spontanément une forme rationnelle au droit écrit. La forme que l'action collective de la décriture confère, alors inlassablement, n'est-ce pas, indéfiniment au droit, assure la génération de l'ordre juridique. Cette activité inlassable, infinie, qui consiste à produire des textes à partir de textes, donne une forme à l'ordre juridique. En quelque sorte, la production d'une image du droit comme un ensemble d'énoncés premiers et d'énoncés seconds, coordonnés, cohérents, en cohésion. Dans sa forme la plus achevée, on pourrait dire un truc comme l'ordre juridique pourrait ainsi correspondre à une sorte de relation d'intertextualité entre tous les énoncés juridiques. Des textes de loi, des arrêtés, des circulaires, des encyclopédies techniques, des revues savantes, des décisions de justice, etc., etc. Une sorte de toile de lien embrassant la totalité des énoncés premiers et seconds. Cette relation, évidemment, n'apparaît jamais dans sa totalité. Je ne peux pas dire « Ah, oups, regardez, elle est là, elle est... » Bien sûr que non. Mais dans son achèvement. Mais il existe un réseau de textes qui dit ce qu'est le droit, qui est toujours sans doute imparfait, sans doute sans cesse à compléter, sans doute sans cesse corrigé. Mais à un instant donné, il existe bien une sorte de chaîne d'écriture précaire, perfectible, qui donne forme à l'ordre juridique. Un manuel pourrait servir d'exemple. Alors l'ordre juridique, ici, apparaît donc comme un réseau de textes ayant ses qualités propres, d'une part, et d'autre part, elle est produite par un groupe de techniciens qu'il faudrait essayer de qualifier. Alors je ne veux pas rentrer dans les détails ici pour laisser de la place à la discussion, mais le corps de texte est un corps évolutif. Je trouve que c'est évidemment l'idée la plus... C'est spontané, évolutif, et si je voulais lui trouver des qualités, j'irais piocher du côté des libéraux. Vous voyez, aucune préférence politique ici, mais du côté de la main invisible, ou de l'ordre spontané d'Hayek, mais j'aurais pu parler de Savigny aussi, évidemment, dans la spontanéité, bien sûr. Il y a quelque chose qui ressemble à cela. Et puis d'un autre côté, afin que ceci existe et soit cohérent, évidemment, il faut regarder du côté de ceux qui produisent cet ordre et de leur culture, de ce qu'ils projettent sur les textes à décrire. Et ici, on a utilisé dans le livre l'idée d'une communauté d'interprétation, pris à Stanley Fish, qui est sans doute une bonne idée, mais tout ce qui peut aller dans ce sens, me semble-t-il, est une bonne idée. C'est insister sur le rôle d'une tradition, d'une culture ou d'un enseignement, pourrait-on dire, de catégorie, qui fait être le droit tel qu'on pense le voir, et qui le fait être d'une manière aussi positive que c'est l'écriture qui va lui donner sa positivité. Enfin, ceci étant posé, cette activité-là est un fait politique. Autrement dit, en dépit du fait qu'il ne s'agit que d'une simple description, c'est un fait politique. C'est un fait politique parce que, d'une part, ceux qui produisent la règle de droit, ça peut être ici la règle de droit lato sensu, vont tenir compte parfois de la future description dans le choix des mots qu'ils vont utiliser au moment de dire la règle de droit, c'est un point, mais aussi et surtout parce que nous a-t-il semblé, l'écriture du droit ici, utilisée comme ça, apparaît comme un instrument on a utilisé ici des mots qui avaient déjà été employés en doctrine, un instrument de densification normative. Et d'autres que moi connaissent mieux d'ailleurs dans la salle le sens de ce mot, de cette expression. Ici, le sens qu'on voulait dire, c'est que il y avait plus d'autorité lorsque la norme à décrire
été décrite qu'avant sa description. Et on reviendra, si vous le voulez, ici, mais toute une série de qualités que la norme n'avait pas est acquise par l'exercice de description. Mais rien que la déhistoricisation, par exemple. C'est-à-dire, voici une norme qui politiquement susciterait entre nous des débats sans fin. Oui, mais à partir du moment où je l'ai décrit juridiquement, ça vous oblige à employer des arguments juridiques pour m'en parler. Nous n'allons plus parler des causes politiques de cette norme. Donc déjà, le fait d'écrire donne une qualité. Il y en aurait d'autres, et nous pourrons y revenir tout à l'heure. Au fond, ceci se termine par une question. S'il y a un fait politique, il faut essayer d'en discuter à la hauteur où ce fait se situe, c'est-à-dire politiquement. Mais au fait, vous faites quoi, vous, les juristes? Parce que si vous nous expliquez dans un livre que votre description, certes collective, certes sans le vouloir, du droit, du fait de l'écriture a un effet politique, merci d'en tenir compte, en fait. Comment en tenir compte? Il y a deux voies que l'on a essayé d'ouvrir, qui, à notre avis, sont d'inégale importance. D'une part, puisqu'il s'agit de compléter ou de discuter des théories juridiques, il est possible sans doute de relire et de réinterpréter une théorie qui est sans doute un peu moribonde, mais la théorie des sources du droit, en disant « Ah, ok, il y a des sources du droit bouleversées, on le sait tous, complexes, d'accord ? Il y a l'interprétation du droit, la détermination du sens, et on s'interroge souvent sur le point de savoir si l'interprète du droit produit aussi des normes lorsqu'il interprète le droit ou pas. Et puis, sans doute, entre les sources et les méthodes d'interprétation, il y a peut-être la place pour ce qu'on pourrait appeler une instance de formalisation du droit. Pas tout à fait une source du droit, ça ne produit pas du droit nouveau, pas l'interprétation, mais plutôt la face formalisante de l'interprétation. Pourquoi pas? Ça, c'est une réponse. Puis il y a une autre réponse qui sort du droit, et qui est sans doute la plus intéressante, c'est la question de savoir s'il ne faut pas que nous réfléchissions à notre responsabilité lorsque nous sommes simplement en train de décrire du droit. C'est-à-dire alors que nous pensons simplement dire ce qu'est le droit positif. Et cette responsabilité-là, il faut la situer, ce que nous essayons de faire, précisément à l'endroit où nous critiquons, c'est-à-dire dans l'écriture du droit. Est-ce qu'il y a une éthique dans l'écriture du droit? Est-ce qu'il y a une responsabilité dans l'écriture du droit? C'est un aspect que l'ouvrage essaie d'éclairer en essayant de voir quelles pourraient être les modalités d'exercice de cette responsabilité dans l'écriture du droit, qui est une responsabilité de tous les juristes, nous a-t-il semblé. Merci beaucoup pour votre attention, ça a duré trop longtemps, pardonnez-nous. Merci beaucoup.